soyez les bienvenus pour Ensemble c'est mieux, votre rendez-vous quotidien sur France 3 Paris-Île-de-France. On est ravis de vous retrouver pour 50 minutes d'infos et de rencontres inédites avec la conviction, vous le savez, qu'ensemble, on trouve plus de solutions à nos problèmes du quotidien, mais aussi on s'enrichit et on grandit. Ensemble, c'est mieux en équipe avec Nicolas Deuil, Julie Jacquard et Raphaël Yem qui vont vous présenter le sommaire de ce jeudi. Mais d'abord, notre humeur du jour. C'est le tube Song for a Jedi du groupe Dionysos, un tube sorti en 2002, groupe emmené par Mathias Malzieu. Quand on est petit, on se croit tous Jedi, mais quand on grandit, on oublie un peu notre pouvoir, mais pas nos invités qui réenchantent notre quotidien grâce à leur générosité et à leur travail. Parmi lesquels Mathias Malzieu qui sera sur ce plateau. Tout à l'heure, on va tout vous raconter. Ouais. Bonjour à tous les deux. Ça va Valérie? Bonjour Valérie. Mais ça va très bien. Et vous Nicolas? Oui, très bien. Bonjour très bien. Julie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bon, on va y aller. Pour démarrer, comme d'habitude, on va répondre aux questions du quotidien. Et je commence par une devinette. Ils ont 4 paires de pattes, des poils, appartiennent à la même famille que les araignées et les scorpions et mesurent moins de 0,5 mm. La famille Deuil. Bien. Donc on attaque sur le physique. Et non, ce sont les acariens. En France, 4 à 6 millions de personnes sont allergiques à ces petites bestioles. Elles sont peut-être le cauchemar de vos nuits. Alors aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions, on reçoit le docteur Laetitia Fartou. Elle est rédactrice en chef du quotidien du médecin. Ensuite, on mettra en lumière le travail quotidien d'un jeune couple. On ne recevra que le monsieur du couple, mais qui aide notamment les SDF dans le 13e arrondissement de Paris. Monsieur Ousmane Ishak sera là en chair et en os pour son association Dans ma rue. Finalement, quand on s'en aperçoit, on est assez peu à s'occuper des autres et à leur consacrer du temps, en tout cas à ceux qu'on ne connaît pas. Lui s'occupe d'organiser des maraudes le samedi dans Paris, les samedis après-midi, et il donne vraiment de son temps. Et ce sera l'occasion aussi de vous parler de la nuit de la solidarité, la deuxième nuit de la solidarité qui a lieu ce soir à Paris. On vous donnera toutes les modalités. Et puis vous le savez, on a des rencontres inédites. Alors Ousmane Ishak rencontrera donc notre invité suivant. Vous l'avez entendu, c'est donc Mathias Malzieu, chanteur iconique du groupe Dionysos. Il nous revient cette fois en qualité de romancier. Il vient tout juste de sortir Une sirène à Paris, c'est aux éditions Albin Michel. Toujours son univers romantique et poétique sur fond de cru, de scène, mais ça n'est pas sa seule actualité. Il n'arrête pas, il prend notamment la direction artistique du mythique club parisien Les Trois Baudets. On parlera de tout ça avec lui. Et puis vous le savez, on est ici en studio à Vanves, mais aussi au plus près de vous, partout où ça se passe. C'est quasiment son slogan, et ça c'est la grande affaire de Raphaël Yem et de Laurane Billot. Bonjour à tous les deux, et aujourd'hui, attention, c'est Becherel imposé, car c'est dicté. Hey, salut Valérie, salut tout le monde. Effectivement, aujourd'hui je suis à Cormeilles en Parisie. On est dans le 95, on n'est pas très loin d'Argenteuil. Et aujourd'hui c'est dictée. Ah, est-ce que vous avez des jolis souvenirs de dictée? Je suis sûr que Julie, t'étais super forte en orthographe. T'étais la meilleure, la première de la classe comme ça. Bon bah moi c'était pas mon cas. Aujourd'hui on va essayer de remédier à tout ça justement avec la dictée pour tous qui va être organisée samedi. Sauf qu'aujourd'hui on prend un petit peu d'avance. Et c'est Marco justement ici à Cormeilles en Parisie du service jeunesse 16-25 de la ville qui nous accueille. Comment ça Marco? Ça va bien et toi? Bah très bien. Alors où est-ce qu'on est ici aujourd'hui? Alors vous êtes sur la structure du rond-point, c'est une structure qui habituellement s'adresse à des 16-25 ans, donc on les accompagne etc. dans plein de projets et autres. Et là par contre, comme on travaille en collaboration avec le service jeunesse de la ville, aujourd'hui c'est les petits du centre de loisirs qui vont vous accueillir. Ah, c'est avec eux qu'on va faire la répétition pour la dictée? Exactement, pour la dictée qui aura lieu samedi. Et ça va avoir lieu ici ou pas? Non, ça aura lieu au gymnase Émile-Lépré, parce que là on est dans le sud de la ville, ça sera dans le nord de la ville, c'est le gymnase Émile-Lépré, rue des Prébendes à Cormeilles, voilà. Mais alors pourquoi une dictée ici alors? Qu'est-ce qui vous a plu dans le concept de la dictée pour tous? Alors ce qui nous a plu dans le concept de la dictée pour tous, c'est la mixité dans son ensemble. C'est-à-dire peu importe d'où tu viens, le quartier, ta culture, quoi qu'il arrive, et à un moment donné, on peut se mélanger autour d'un beau projet qui est l'orthographe. Parce que tu sais comme moi que Internet, Facebook et compagnie... Les SMS, les tweets, les snaps, et les Insta. Coup, on se retrouve avec une orthographe qu'il ne faut pas avoir d'habitude. Donc on va essayer de remettre ça en place. Et avec
l'aide de Force de Mixité, je pense que ça va le faire. L'association Force des Mixités qui est à l'initiative de cette grande dictée un petit peu partout en Ile-de-France et ailleurs. Bon bah les gars, sortez vos cahiers, vos crayons, vos stylos, vos porte-monnaie, ce que vous voulez. On y va Marco? Vas-y. Allez, on se fait la répète. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Rafale, et sachez que moi aussi, j'étais très forte, comme je dis, en dictée. Il n'y a pas de... C'est bien. Pas moi. J'avais envie de le dire. Ensemble, c'est mieux, c'est parti. Et d'abord, pour débuter, vous le savez, on répond à vos questions du quotidien. Les acariens, voilà notre question du jour et c'est simple, il y en a partout. Un matelas peut en contenir 1,5 million, 1 gramme de poussière, 2000 acariens. Bref, ils sont partout et on cohabite avec eux, sauf évidemment quand on en est allergique. Alors on va tenter de vous aider, de répondre à toutes vos questions. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir le docteur Laetitia Fartou. Soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes médecin gastro-entérologue et puis vous êtes aussi rédactrice en chef de la partie médicale et santé publique au quotidien du médecin. Pour planter le décor, l'allergie aux acariens, c'est l'allergie respiratoire numéro 1 en France. C'est Oui. dire si ça concerne tout le monde, en fait. Ça représente, on considère que c'est 50%, les acariens, c'est 50% des causes d'allergie. Après, Donc c'est avant massif, le pollen, avant poil de tous chat, les autres, avant les poils de chat, c'est 50%. Donc c'est vraiment l'allergie la plus Numéro importante, un, ouais. numéro 1, l'allergie des acariens. Et vous ne le saviez peut-être pas, mais Valérie l'a dit, la nuit, vous partagez votre lit avec près d'1,5 million C'est déjà ça de prix, hein. Des petites bêtes, a priori inoffensives, qui se nourrissent de nos peaux mortes, mais chez certains, elles peuvent provoquer des réactions assez violentes, et c'est l'allergie donc la plus fréquente en France. Alors, avant de savoir reconnaître une allergie aux acariens et de voir comment éradiquer ces petites bêtes, je vous propose de faire plus ample connaissance avec eux. Toc toc toc, qui est là? C'est nous, les acariens. Nous sommes partout et surtout dans vos maisons. Du latin acarus qui veut dire animal minuscule, les acariens sont des petites bêtes appartenant à la famille des araignées, comme les tiques. Ils mesurent moins d'un demi-millimètre et sont invisibles à l'œil nu. Tous les jours, vous dormez paisiblement dans votre lit sans savoir que dans votre matelas se cachent presque 2 millions de ces arachnides. 2 millions! C'est carrément une ville clandestine qui partage vos nuits. En fait, qu'on se le dise, vous dormez chez eux. Les tissus, la laine, la plume et la poussière sont leurs nids de prédilection. Ils sont fous de chaleur et d'humidité. Par moins 15 degrés, ils deviennent inertes, mais ne meurent pas. En gros, il est impossible d'éviter la présence des acariens chez soi. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais au-delà d'une furieuse envie de vivre nus à même le sol, on ne sort pas indemne de cette colocation forcée. Beaucoup sont allergiques aux acariens. D'ailleurs, 75% des cas d'allergie respiratoire en France sont causés par leur présence dans les maisons. Mais il y a aussi d'autres symptômes. Pour certains, c'est le nez qui coule, pour d'autres, c'est l'eczéma, et pour ceux-là, c'est les yeux qui grattent. En fait, ces maux sont principalement dus aux protéines présentes dans les déjections des acariens. Oui, vous avez bien entendu. Et il y a pire encore. Même après leur mort, ils sont toujours allergènes. Acceptez votre sort, vous pourrez gagner des batailles, mais sûrement pas cette guerre. Alors, les acariens, il y a 50 000 espèces d'acariens recensées dans le monde. Tous ne déclenchent pas des allergies, on est d'accord avec ça? Non, tout à fait. Tous ne déclenchent pas du tout des allergies, et ça dépend aussi de l'individu. On n'est pas tous sensibles et allergiques aux mêmes acariens. Aux mêmes acariens. D'accord. Donc en fait, il y en a partout. La seule solution pour ne pas en avoir, c'est de vivre dans un congélateur à moins 15. Hein. En altitude, très haut, très haut. Ah, en montagne, c'est bon. En montagne, les allergiques font beaucoup moins d'allergies, tout à fait. Mais là, ici, à Vanves, il y en a partout. Partout, comme ailleurs. Mais la présence d'acariens, ça ne veut pas dire que c'est une maison sale. Pas du tout, parce qu'en fait, les acariens sont plus fréquents si, par exemple, on n'aère pas la maison. Alors, on peut avoir des allergies aux acariens toute l'année, mais en fait, on les a surtout au moment où on n'ouvre pas, on n'aère pas. Donc, les mois d'hiver, les mois d'hiver et les mois d'automne. Pardon, mais ils viennent d'où et c'est quoi et comment ils arrivent dans la maison? Ils naissent où? C'est quoi Ils sont dans l'ensemble du matériel de notre maison. Ils font partie du biotope, Ils en font fait, partie c'est ça exactement de notre vie. Mais la poussière est un endroit qu'ils aiment bien, apparemment. La poussière, il y a l'humidité, il y a
Et aussi, finalement, notre organisme, c'est-à-dire, en fait, il pousse beaucoup sur les fanères, etc. Donc, les en fait, fanères. on en a énormément. C'est quoi? Les C'est quoi les cuticules. fanères? En fait, non, en fait, sur notre organisme. Ah, la Ah peau. oui, d'accord, Voilà, sur la sur peau. notre peau. Là, on en a sur nous. On en a sur nous. Est-il vrai qu'on est plus allergique quand on est enfant aux acariens que quand on est adulte, ou c'est à tout âge et voilà. C'est à tout âge. C'est à tout âge. En fait, il y a un terrain allergique prédisposant qu'on a souvent à l'adolescence ou jeune, et après, finalement, qu'on va garder si on n'a pas fait les traitements de désensibilisation ou autres en fonction des symptômes qu'on a présentés. Mais dans la journée, l'acarien, il fait quoi? Parce que donc nous, on n'est pas dans Il nos va se lits. balader, il revient Il le dort, soir. il est sur le canapé, il fait quoi? L'acarien, il est là. En fait, ce qui est allergisant, en fait, c'est les déchets des acariens. En fait, C'est ça, les c'est le déchets des caca d'acarien qui Exactement. est C'est pas allergène. l'acarien en lui-même, en fait. C'est le déchet de l'acarien qui contient une protéine qu'on appelle la guanine. Et cette guanine qui va entraîner une hyperstimulation de notre système immunitaire et donc l'inflammation allergique. Alors justement, on va écouter la question de Natacha, elle habite à Vissou. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Natacha, je vis à Vissou, en région parisienne. Je suis aide-soignante et j'avais une petite question. Pouvez-vous me donner les symptômes d'une allergie aux acariens, s'il vous plaît? Eh oui, Tu as le parce que- menton un peu rouge. Ça commence comme ça. Sympa. Parce que c'est vrai qu'on pourrait confondre aussi avec un rhume. Ou... Quels sont les symptômes précis par rapport aux acariens d'une allergie? Alors, la symptomatologie la plus courante de l'allergie aux acariens, c'est la rhinite allergique. Et en fait, la rhinite allergique, c'est quoi? C'est un écoulement nasal clair. Mais c'est souvent accompagné d'autres symptômes, comme les démangeaisons du nez, de la bouche, les yeux qui larmoient, les yeux rouges, les conjonctivites. Et puis après, on peut aller jusqu'à la difficulté respiratoire, de la toux sèche à la crise d'asthme, ou sinon des atteintes cutanées qui peuvent aller de la dermatite atopique à l'eczéma. Alors, Donc, quand en on a fait, des c'est attaques cutanées, ça, on se doute bien que là, c'est une allergie. Mais quelle est la différence avec une rhinite classique? Comment est-ce qu'on sent que c'est plus de l'ordre des acariens que de la petite crève du moment, quoi? Oui, en fait, c'est pas, on ne peut pas le définir à l'avance. On sait qu'on fait une réaction allergique et c'est l'allergologue qui va, à partir de petits tests, va vous dire vous avez une allergie aux acariens, une allergie au pollen ou une allergie à autre chose. Et dans le quotidien, on peut traiter ça comme les autres allergies, c'est-à-dire aux antihistaminiques, aux corticoïdes? Tout à fait, tout à fait. Vous avez les antihistaminiques, vous avez les sprays. Et quand il y a une difficulté respiratoire, par contre, les allergologues conseillent la désensibilisation. Alors justement, c'est quoi la désensibilisation et comment ça se passe? J'imagine que c'est vraiment dans le temps. C'est dans le temps, c'est dans le temps et c'est une immunothérapie en fait active. Et le concept finalement, c'est de vous exposer à l'extrait allergène tout doucement, sous surveillance, en augmentant progressivement les doses pour habituer votre organisme, limiter l'activation du système immunitaire et permettre finalement à ne plus être allergique. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut guérir complètement d'une allergie aux acariens? On peut. Sur plusieurs années, ça dure longtemps. Oui. Est-ce que les petits sprays qu'on vend en pharmacie ou en parapharmacie aux huiles essentielles là, pour assainir les intérieurs des maisons, c'est efficace? Ça sert à quelque chose? C'est efficace, mais c'est efficace, il faut le voir dans un contexte général, parce qu'il y a l'éviction aussi, aérer la maison, les aspirateurs... On va y venir, Julie, il va rappeler les grandes règles de Donc, base. en fait, tout seul pris de façon isolée n'aura pas une pleine efficacité. Il y a tout un ensemble, finalement, à faire pour limiter ces allergies aux acariens. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que si je suis allergique aux acariens, mes enfants seront allergiques? Tu n'as pas d'enfant. Pas automatiquement, mais il y a un terrain allergique prédisposant. Pareil, on parle de matériel adapté pour nettoyer la maison avec des filtres EPA, notamment les aspirateurs. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça a une utilité? En fait, ça a une utilité, comme pour les sprays, c'est dans l'ensemble. C'est en fait, finalement, il faut tout contrôler. C'est-à-dire, en fait, vous devez, si vous laissez votre maison fermée et que vous utilisez un aspirateur anti-acarien, ça sert un peu à rien. Donc, c'est vraiment l'ensemble qu'il faut moduler. Alors justement, pour parler d'ensemble, il faut donc s'attaquer à ces habitudes du quotidien. Et vous les avez recensées? Et oui, parce qu'on l'a dit, même si les acariens sont vraiment partout dans la maison, leur endroit préféré, ça reste quand même la literie. Et ça peut être un cauchemar pour nous. Ils peuvent vivre jusqu'à 3 mois dans un matelas et la femelle peut pondre jusqu'à 100 œufs. Alors quand on sait qu'ils sont des millions, on imagine la suite. Nous, on se retrouve dans 2 beaux draps. Alors pour limiter l'invasion, voici quelques conseils tout simples. On aère
tous les matins sa chambre au moins 15 minutes avant de faire son lit. C'est important pour permettre d'éliminer l'humidité du matelas. Et oui, la nuit, on transpire et les acariens adorent cette atmosphère humide. On évite aussi de dormir dans une pièce trop chauffée. Entre 16 et 18 degrés, c'est parfait parce qu'en plus de l'humidité, ces petites bêtes, elles adorent la chaleur. On pense à changer aussi ces draps toutes les semaines et on les lave bien à 60 degrés. Les acariens ne résistent pas à cette température. On fait pareil pour les oreillers et les couettes qu'on lave tous les mois. Et si, comme Nicolas, vous dormez encore avec votre doudou ou votre peluche, eh ben, lui aussi, elle aussi, on pense à la laver à 60 degrés tous les 3 mois. Enfin, si vraiment on est très allergique, on peut toujours envelopper les matelas, les oreillers et les couettes dans des housses de protection anti-acariens. C'est des housses imperméables et ça évite aux acariens de sortir. Ils sont prisonniers et ne viennent plus nous empoisonner la nuit. Et comme il est impossible de passer son matelas à la machine, on peut nettoyer avec du bicarbonate de soude. Et oui, il est acaricide et en plus, il n'est pas toxique pour nous. Et en plus, c'est pas cher. Et c'est pas cher, c'est économique. Il faut compter 4 cuillères à café par mètre carré que l'on saupoudre sur le matelas. On frotte un peu pour faire pénétrer le bicarbonate et on laisse poser au moins 2 heures. C'est un peu long. Ensuite, il suffit d'aspirer et voilà un matelas tout neuf. Il faut le faire 1 à 2 fois par an et ça marche aussi pour les moquettes et pour les tapis. Vous aviez quelque chose à rajouter à toutes ces... Et une fois qu'on fait ça, déjà on... Voilà, c'est pour ça que c'est dans un ensemble. Tout ce qui vient d'être énoncé, finalement, l'un ne se fait pas sans l'autre. Eh bien voilà, et puis si vous avez d'autres questions, évidemment, vous n'hésitez pas à nous les poser et puis surtout à consulter, c'est ça. Hein, tout à fait. Le principe, c'est de ne pas s'auto-médicamenter. Et dermatologue. Et ça ne passera pas je ne sais plus comment on dit. Non, ça ne passera pas, surtout si les signes sont importants, comme les signes respiratoires ou les signes cutanés. Merci beaucoup, Laetitia Fartou. Et puis, évidemment, si vous avez d'autres questions, 3 moyens de nous contacter, le 0805 383 383, notre adresse mail, paris-idf@ensemble-c'est-mieux.fr. Nicolas a un petit peu de retard sur les réponses à vos courriers, mais il promet de le faire ce week-end. Et puis le groupe Facebook, vous en avez l'habitude. On va à présent retrouver Raphaël Yem, vous le savez, notre 4e mousquetaire du mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, accompagné de Laurent Billot, comme d'habitude, à Cormeilles, en Parisie. On prépare le grand événement du week-end qui sera la dictée pour tous. Et donc, Raphaël en mode Bernard Pivot, quoi. Effectivement, Valérie, toujours en duplex de Cormeilles en Parisie. Et cette fois, je suis avec Fouad, qui est un des animateurs de la structure. Comment ça va ? Ça va, très bien. Merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce qui vous a plu dans le concept de la dictée ? On va avancer un petit peu dans la classe. En fait, nous, ce projet-là, on l'a vu déjà par rapport à un ami à nous qui est président de cette association, Force des Mixités. Et on parle d'Abdellah Boudour, hein, bien sûr. Et on avait trouvé ce concept super intéressant, surtout pour nos jeunes. Car d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que la lecture et l'écriture commencent à s'évaporer comme le temps. Donc voilà, c'est pour au moins leur faire oublier tout ce qui est Snap et tout ce qui est tablette, leur mettre un peu vraiment ce que nous, on a connu aussi à cette époque-là, les dictées et la lecture surtout. Donc aujourd'hui, dans notre ville, on a ce qu'il y a eu une médiathèque, ce qui est super intéressant pour nos jeunes. Et voilà, on espère que ce gros projet de la dictée pour tous à Cormeilles soit la première édition et en espérant qu'il y en aura d'autres. On le rappelle, hein, elle aura lieu samedi à Cormeilles en Parisie. Ce qu'on n'a pas dit quand même, c'était qui était le parrain. Exactement. Qui est le parrain, Fouad ? Alors le parrain, c'est Teddy Riner, qui est champion du monde et champion olympique de judo. Ah, c'est beau. Hein. Ouais. Donc, il sera là donc samedi ? Il sera là normalement samedi si tout va bien. À partir de 13h30, la dictée. Donc il y aura la dictée qui sera narrée par un invité aussi surprise. Il y aura une collation, un grand goûter, des cadeaux pour tout le monde et des gros lots pour les champions de la dictée. C'est ça qui est mortel aussi avec ce concept, c'est qu'évidemment on vient en famille, hein. Il n'y a pas que des enfants qui viendront participer à cette dictée. Exactement. Les enfants, les parents, les voisins, les voisines, tous les copains et les copines de la ville sont invités donc à participer à cette dictée. C'est gratuit et les meilleurs reçoivent des prix à la fin des lots. Voilà. Pour les meilleurs, des 4 catégories, c'est une dictée qui sera coupée en 4 catégories pour primaire, collège, lycée et adulte. Donc les meilleurs de chaque catégorie-là repartiront avec le gros lot. Mais attends, vraiment, est-ce que les enfants qui sont là ont vraiment envie de faire la dictée ? Ça vous fait pas peur la dictée, Mathéo, toi ? Non, ça me fait pas peur parce que je suis un peu stressée, mais parce que c'est la première fois que je passe en direct. Ah, mais ça va. Il est plus stressé par la télé que par la dictée de samedi. Bon, bonne chance en tout cas. C'est quoi ton prénom, toi ? Michael. Michael, chaud pour la dictée ou pas ? Oui. Est-ce que t'es bon en orthographe ? Ça va. Épelle-moi orthographe.
Allez, c'est bon, super. Celui-ci va pas gagner le lot. En tout cas, on se rapproche aussi de Sébastien, juste derrière nous, qui lui va narrer cette dictée, évidemment, parce que ça vient pas de nulle part non plus. Comment ça va, Sébastien? Ça va, merci, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va lire aujourd'hui? Donc, c'est un texte issu des Misérables, Victor Hugo. Bon, bah, on te laisse commencer la dictée, je t'en prie. Merci. Est-ce que tout le monde a écrit son prénom sur la feuille? Oui. Oui, c'est bon? Vous êtes prêts? On commence? Oui. Ok. Donc, la science. La dictée va commencer. On les laisse travailler tranquillement et on se retrouve tout à l'heure, Valérie, pour les corrections. Après avoir... Génial, merci beaucoup. Pour l'instant, j'ai pas de faute. On va voir ça. Merci beaucoup et on vous retrouve tout à l'heure. Ensemble, c'est mieux se poursuit. Tous les jours, vous le savez, on aime mettre en lumière ceux qui bougent et ceux qui se bougent pour notre mieux vivre ensemble, ensemble citoyens. Soyez le bienvenu, Ousmane Ishak. Vous êtes le cofondateur avec Meryl Latou de l'association Dans ma rue. À ne pas confondre avec l'application de la ville de Paris, Dans ma rue. À ne pas confondre avec Lulu Dans ma rue. C'est donc une asso qui organise tous les samedis des maraudes en faveur des sans-abri. L'idée, la particularité de votre action, c'est que vous travaillez dans des zones hyper circonscrites du 13e arrondissement de Paris et du 15e arrondissement. La taille micro pour une aide maxi, en fait? Maxi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une envie d'avoir une spécificité dans cette maraude, d'être local et de pouvoir... Ultra local, même, parce que là, c'est vraiment un tout petit périmètre, en l'occurrence. Complètement, dans le sens où on a 5 équipes qui sillonnent les rues du 13e arrondissement tous les samedis après-midi pendant 2 à 3 heures de maraude. Et dans le 15e, c'est pareil, on a 4 équipes qui sillonnent le 15e à la rencontre des personnes sans abri, et on a la chance d'être en partenariat avec la ruche qui dit oui. Donc il y a plein de ruches dans Paris et qui permettent d'avoir un panier solidaire, d'avoir des légumes et de quoi produire de la soupe dans un bar du 13e, toujours avec cette localité-là et des partenaires locaux. Et du coup, c'est on prépare la soupe. Justement, on va revenir sur cette spécificité qui vous amène à des partenariats très forts aussi et qui aident les personnes justement sans domicile fixe auxquelles vous vous adressez. D'abord, pour être très concret, vos maraudes se déroulent le samedi après-midi. Oui. Pourquoi? J'imagine que c'est aussi pour avoir le plus de bénévoles possible et puis pour agir la journée, pour ne pas être, pour être à vue pour tout le monde, justement. Oui, alors c'est aussi parce que c'était effectivement un créneau qui permettait d'avoir plus de bénévoles. Et de toute façon, l'idée, c'est de briser la solitude des personnes sans abri. Et je crois que quelle que soit l'heure, que ce soit le matin, l'après-midi ou la nuit, c'est toujours une bonne occasion de pouvoir discuter avec eux, de créer du lien social et de favoriser le lien social avec eux. Et donc l'après-midi, effectivement, ça permet aussi d'avoir ce genre plus de bénévoles. Alors concrètement, en fait, vous en avez 200, c'est ça à peu près? Alors, qui s'inscrivent sur votre site internet? On a eu beaucoup de bénévoles depuis le début. On en a entre 200 et 300. Pour vous donner un chiffre clé, c'est qu'on a 20 bénévoles en moyenne dans le 13e. Le samedi et entre 10 et 15 dans le 15e. Donc alors que font-ils concrètement? Concrètement, ils sont répartis sur des équipes différentes, dans des chemins différents, et ils vont avec du café, du thé et de la soupe. Ça, c'est des prétextes pour pouvoir engager une conversation. Aller à la rencontre des personnes sans abri, c'est ça, et de pouvoir discuter avec eux. Prendre le temps de discuter avec eux. L'idée, c'est pas de rencontrer un maximum de personnes la journée, mais de prendre le temps de s'asseoir, de les écouter. On peut parler de plein de choses, pas forcément de leur situation précaire, etc. Mais on peut parler de météo, de politique, de plein de choses. Ils ont besoin de parler. Ouais, complètement. Et en tant que bénévole, on peut ne venir qu'une fois, ou alors l'idée, c'est de venir souvent pour tisser un lien entre les sans-abri et les bénévoles et créer aussi un climat de confiance? Alors, nous, la particularité de l'association, c'est de pouvoir laisser libre à l'engagement de chacun de venir une fois ou plusieurs fois. Et cette liberté-là, en fait, permet aux bénévoles de venir régulièrement. Finalement, en cassant un peu les codes de dire il faut revenir tous les samedis. Alors, cette petite contrainte, on va dire. Voilà, eux, ils viennent plutôt régulièrement, finalement. Mais, par contre, c'est important de pouvoir garder le lien avec les personnes sans abri et de ne pas avoir des visages différents. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir revoir un tel le samedi prochain avec le bénévole
qui vient régulièrement, quoi. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. C'est comme ça qu'on garde confiance, qu'on prend, qu'il y a de la confiance qui se crée auprès des personnes. Alors justement, vous l'avez dit, c'est un cercle vertueux. La confiance s'établit avec les personnes en difficulté et en précarité. La confiance s'établit avec les partenaires que vous avez cités, La Ruche qui dit oui, mais vous avez aussi donc la maison Jean Rodin pour le restaurant L'Âge d'Or, des vêtements chauds, etc., etc. Est-ce qu'aussi le regard du quartier a changé sur ces gens ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi vertueux dans le regard porté de l'extérieur vers votre travail de bénévole, mais aussi vers les SDF ? Alors du coup, c'est vrai que l'idée d'avoir des pulvères... vous distingue, c'est-à-dire... Ça nous distingue et ça met en lumière, finalement, on voit des passants qui s'arrêtent et qui s'arrêtent dans leur quotidien. Ils vont aller faire des courses, ils vont aller... Voilà. Et puis ils s'arrêtent, ils voient 3 pulvers autour d'une personne. Ça change des gilets jaunes, déjà. Ça change des gilets jaunes, c'est une couleur qui est un peu plus neutre aujourd'hui. Mais ça attire l'œil et puis ça permet de... Nous, on a des gens qui s'arrêtent, des passants qui s'arrêtent et qui vont donner à manger, qui sortent du magasin, qui vont donner... même des fois de l'argent, mais voilà, en tout cas, ça suscite la curiosité et surtout l'intérêt. C'est ce qu'on veut aussi, de pouvoir sensibiliser. Initier quelque chose. Parce qu'au-delà des maraudes, en fait, ce que vous essayez aussi de mettre en place, ce sont des sorties, des activités de loisirs avec ces personnes sans abri. Vous faites quoi comme sortie, par exemple ? Alors, on a tenté de le faire, de pouvoir organiser des sorties avec eux, de pouvoir, voilà. Mais c'est des choses qui sont un peu plus complexes dans le sens où il faut les accompagner davantage, etc., quoi. Et aussi, on vous reçoit parce que c'était l'occasion de parler de votre action, bien sûr, mais aussi de la Nuit de la Solidarité, la deuxième Nuit de la Solidarité qui a lieu ce soir à partir de 20h, deuxième nuit organisée par la mairie de Paris, qui consiste à donner de votre temps pour aller à la rencontre justement des SDF en maraude, dans un premier temps pour les compter. Alors, ça paraît pas glam comme ça sur le papier, mais c'est aussi pour pouvoir mieux les aider, mieux les localiser. Extrait de ce qui s'est passé l'année dernière. 22h précises, mairie du 20e arrondissement, la brigade de comptage affectée au quartier de Ménilmontant est en route. 3 bénévoles, une professionnelle du SAMU social et un guide, carte en main, pour quadriller le quartier. Donc là, on a les deux côtés de la rue. Rue de la Bidassoa. Un véhicule utilitaire attire l'attention de la chef de file. Un homme s'apprête à passer la nuit dans son fourgon. Il parle quelques mots d'anglais. Typiquement, c'est une personne qui rentre ce soir dans notre dénombrement, qui vous a vu, qui n'a pas souhaité répondre à notre question. Donc on va le compter comme homme seul à la rue. Bonsoir monsieur. Après 1h30 de maraude, au moins 8 personnes sont recensées. Ici, 2 couples et un homme isolé. Aucun ne parle français ou anglais. Il faut attendre 23h30 pour un premier contact. J'ai toujours téléphoné le 115, mais vous avez été, justement, c'était galère. Et puis, voilà, c'est ma prochaine question. Appelez-vous le 115 ? Ouais, c'est galère. Hein, 115. C'est galère, mais vous le faites toujours ? Ouais, j'ai essayé quelques fois, ça passait pas. Et donc là, vous le faites plus ? Ouais, je le fais plus. Okay. Momo a toujours vécu à la rue. Quand le quartier s'éteindra, il ira dormir dans le parc de Belleville, dehors. Comme 2500 à 3000 personnes chaque nuit. Ce sont les chiffres du SAMU social. Voilà, si vous avez une disponibilité ce soir, n'hésitez pas, on cherche encore des bénévoles. Ousmane Ishak, vous, concrètement, c'est après vos études que vous avez eu le déclic de vous engager pour les autres. Vous avez fait un grand trip en Asie, dans plein de pays. Vous avez rencontré évidemment la misère, et notamment en Inde, mais vous avez aussi rencontré des formes d'entraide qui vous ont inspiré. Et en revenant à Paris, vous vous êtes dit qu'il était impossible de revenir sans donner de votre temps et de votre personne, en fait. Oui, c'est ça. Finalement, avec Meryl, la cofondatrice, nous, on venait d'un cursus scolaire d'études supérieures orienté sur le commerce et la finance. Et en partant en voyage pendant 6 mois, on a eu ce déclic-là, en côtoyant plein de belles choses, de beaux paysages, etc., mais aussi de beaucoup de misère. On avait envie de pouvoir s'investir davantage de manière citoyenne à Paris, et on l'a fait en créant l'association. Voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler pour une association humanitaire qui s'appelle La Chorba et qui distribue plus de 300 000 repas, etc., mais qui fait des maraudes aussi tous les lundis et qui font c'est un travail incroyable dans le sens où, de par ces maraudes, on arrive à sortir des personnes de la rue et à leur trouver un travail. Oui, ça a une utilité, Exactement. c'est un cas concret. Et votre phrase mantra, d'ailleurs, c'est une phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous l'appliquez finalement, changer le monde, c'est aussi que ça commence en bas de chez soi, dans la rue. Exactement, ouais. C'est, voilà, on a vu beaucoup de
de pauvreté et de misère à travers ces voyages. Et on s'est dit qu'il y avait aussi il y avait de la misère aussi en bas de nos rues et qu'on avait envie d'été trouver. Voilà, ça commence exactement par en bas de chez soi, pardon. Ouais, en bas de chez soi. Mais c'est pour ça qu'on avait très envie de saluer votre action. Merci. Et de la mettre en lumière. Vous restez avec nous. Ensemble, c'est mieux. C'est aussi l'envie de créer des échanges inédits, des rencontres, une table ouverte. Voilà ce qu'est notre plateau. Et c'est notre vie d'ensemble. Soyez le bienvenu, Mathias Malzieu. On est ravis de vous recevoir. Alors, non pas en qualité de chanteur, mais de romancier. On va y venir dans un instant avec cette Sirène à Paris qui sort aux éditions Albin Michel. Une histoire d'amour poétique, mystique, tout comme on aime, en plus sur fond de Paris en cru. Bref, c'est génial. Vous avez 1000 autres actualités, on en reparlera, mais d'abord parler à l'humain que vous êtes. Et on sait à quel point vous avez le cœur grand. J'ai fait un petit agrandissement, j'ai fait un aménagement. On va en reparler, mais qu'est-ce que ça vous inspire justement, le travail d'Ousmane, qui avec des bénévoles, mais par le biais d'un voyage, a une sorte de déclic et monte son truc. C'est génial parce que c'est du lien. C'est du lien et on en a beaucoup besoin entre différentes couches sociales, juste entre les personnes. De créer du lien, c'est important. J'ai eu la chance, par exemple, de voyager jusqu'en Norvège, de me retrouver avec un éleveur de rennes après le cercle polaire, et c'est le lien qui revient. Pour un documentaire sur Arte qui a été diffusé hier. Exactement. Mais c'est toujours ce moment où moi je me dis toujours que si les gens avaient la chance de voyager plus, on aurait beaucoup moins de problèmes d'intolérance, de racisme et tout ça. Parce que quand on se rend compte qu'on est chez l'autre et que c'est différent mais que c'est bien aussi, en fait il y a beaucoup de choses qui tombent et qui s'adoucissent. Et le travail que vous faites, je trouve qu'il est adoucissant. Complètement, c'est un peu ce qui s'est passé pendant ce voyage finalement. On est dans un écosystème de par notre travail ou nos études, etc. Et puis en voyageant et en allant découvrir d'autres... On se confronte. Exactement. Et puis on se rend compte que et on se rencontre aussi. Et on se rencontre soi-même, exactement. Aussi. C'est exactement. Et c'est ça où on s'accomplit soi-même à travers ces voyages et on comprend des choses, on voit des choses et on ouvre des portes dans l'esprit qui permettent de se comprendre un peu mieux. Il y avait des maraudes amusantes aussi qui étaient pratiquées aux États-Unis. C'est des gens qui se déguisaient en super-héros et qui allaient amener de la nourriture aux gens dans la rue, etc. Donc qui donnait une dimension ludique aussi. Oui, moins. C'est assez marrant. Une bonne idée à lancer. C'est assez marrant, je trouve, parce que c'est un autre rapport aussi. Ça envoie un message ludique qui n'élude pas le problème, mais qui donne de la dynamique. Qui le transforme, Mathias, vous avez failli ne jamais être avec nous. Il y a 4 ans, vous avez découvert que vous étiez atteint d'une maladie de la moelle osseuse qui nécessitait une greffe urgente. Cette greffe, vous l'avez eue. Vous avez passé 11 semaines en chambre stérile. Aujourd'hui, comment ça va? Vous avez une cape de super-héros, un chapeau de super-héros. Super bien, grâce à un personnel hospitalier extraordinaire. Les soignants, je passerai ma vie à... Les infirmières, je les appelais les infirmières. Le professeur qui m'a greffé, c'est un maître Jedi. Et puis évidemment mes proches, parce que sans les proches, tout ça ne marche pas. Et tout ça, ça aide en fait à développer l'intériorité. Parce que quand on est en captivité, j'ai envie de dire, on est un peu comme un otage. J'étais comme un otage, mais dont on s'occupait extrêmement bien. C'est-à-dire que je ne savais pas quand est-ce que j'allais sortir et si j'allais sortir. Mais par contre, j'avais des gens extraordinairement bienveillants avec moi. Et ça, c'est une chance. Alors évidemment, j'aurais préféré faire d'autres voyages, des enfants, des livres, des choses comme ça. Mais à traverser cette aventure, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai quand même été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf, dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide à moins 120 degrés pendant 15 ans. Et maintenant, j'ai changé de groupe sanguin. Donc évidemment, ça ressemble à la sensation. Il y a des moments où ma voix se met à parler comme ça. Mais sinon, ça va très très bien. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir affaire à de grands médecins. Est-ce que c'est naïf de dire qu'une expérience comme celle-ci, elle change le regard et elle ouvre le cœur aux autres, justement, elle rend plus généreux? Il faut avoir la latence quand même. Ça crée pas quelque chose qu'on n'est pas, mais ça exacerbe. C'est-à-dire que moi, je suis encore pire et mieux qu'avant. C'est-à-dire que j'étais déjà hyperactif. En tout cas, vous êtes cyborg, vous êtes plein de trucs dedans. C'est un petit peu, voilà, il y a un petit peu du monde du coup, parce qu'il y a une envie aussi, c'est comme si on avait tendu une flèche comme ça, et que j'avais envie de rattraper le temps, même inconsciemment. Donc il y a une gourmandise qui se crée, et en même temps, le comble de la guérison, c'est de se plaindre à nouveau. Votre point commun à tous les deux, c'est surtout de
regarder d'aller vers les autres et de s'en nourrir. Parce que vous, ça vous nourrit autant... Enfin, vous nourrissez, puisque vous offrez des repas, je crois jusqu'à 800 par jour. C'est génial. Parfois, entre 800 et 1000 repas par jour, on ne l'a pas dit, mais c'est quand même juste énorme. Ouais. Et ça vous nourrit, vous aussi. Donc ça, c'est l'association La Chorba hein, qui distribue plus de 300 000 repas à l'année, 800 repas du vendredi au mercredi soir. Et effectivement, c'est... ça vous fait du bien à vous aussi? Ça me pousse plutôt, ça me pousse et ça me motive à me lever tous les matins. Et c'est une injustice qui me porte à me battre contre ça. Enfin, voilà, ça me nourrit d'injustice et qui me donne encore plus envie de me lever le matin. Il n'y a pas besoin du costume de super-héros. Exactement. Oui, mais c'est ça. En revanche, il faudra rendre les chouquettes. Là, j'ai l'impression qu'il a piqué toutes les chouquettes pour les redistribuer. Mais c'est pour la bonne cause. Vous savez quoi? Vous avez très bien fait. Mis dans les poches. Merci beaucoup, Ousmane Ishak. Et puis, bravo pour Dans ma rue. N'hésitez pas. Ça se passe beaucoup sur les réseaux sociaux pour vous inscrire, le site internet, Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mathias Malzieu, vous restez avec nous. On va parler de cette sirène à Paris et de ses surprisiers. C'est chez Albin Michel. Ça va d'ailleurs devenir un film aussi, avec un super casting, on va tout vous dire. Mais d'abord, on retourne du côté de Cormeilles, en Parisis. Ça va vous toucher aussi, puisque ce samedi va avoir lieu, une grande dictée pour tous, du petit au grand. Et c'est Raphaël Yem qui s'entraîne pour nous auprès de tout petits. Raphaël. À chaque fois qu'il y a une faute, vous mettez du rouge. Eh oui les amis, on était donc en préparation de cette dictée pour tous qui aura lieu samedi à Cormeilles en Parisis. Là on est avec une section de kids qui se sont donc essayés sur un texte de Victor Hugo. C'est l'heure maintenant de la correction et c'est de l'autocorrection. Ça c'est plutôt pas mal fait justement pour développer aussi le sens de l'autonomie de nos chers jeunes en qualité d'orthographe. Fouad est aussi là-bas, il s'est installé là-bas. Fouad, alors tout va bien ? Bon, ça va, on va corriger les fautes de Mickaël qui a essayé de me soudoyer pour une réponse. Je veux pas balancer, mais Laurent Billot qui m'accompagne chaque matin, je la voyais aussi souffler à des élèves juste devant en disant oui, ça s'écrit comme ça. Bon, Laurent, je veux te dire qu'on t'a vu. Donc, la correction, c'est parti, on va voir un peu comment ça s'est passé de ce côté-là. C'est quoi ton prénom? Safa. Comment ça va? Bien. Quel âge tu as, toi? Moi, j'ai 10 ans. Bon, est-ce que tu étais fanat des dictées déjà? Non. Non, et pourtant, tu voulais participer, toi? Bah oui. Qu'est-ce qui te plaît dans ce projet? Est-ce que c'est le fait de se retrouver tous ensemble? Est-ce que c'est le fait de gagner des lots à la fin de la dictée? De gagner des lots. Ah, c'est ça. Et toi, t'espères choper quoi alors? Tu sais pas encore ce qu'il y aura, mais un cadeau, ça fera plaisir. Évidemment, c'est toujours mieux qu'à l'école, apparemment. Est-ce qu'on a fait des fautes ici de ce côté-là? Comment c'est quoi ton prénom à toi? Fares. Alors, Fares, on en est comment au niveau de la dictée de Safa, là? Bien. Oh là, pour l'instant, c'est bien. T'es plutôt une bonne élève, toi? Ouais. Oh là, ce petit ouais veut dire oula, m'interrogez pas trop parce que finalement je suis pas si bonne que ça. On continue aussi sur cette dictée ici avec alors on a Khadija et Naïla. Naïla qui est là, Khadija qui est ici. Vous l'avez trouvé dur la dictée? Ça va. Ça va. Sur les mots là que tu as vu, il y a 3 lignes là. C'était quoi les plus compliqués pour toi? Tâtonner. Tâtonner. Ça s'écrit comment? T-A-T-O 2-N-E-E. Et ça, c'est le mot de la correction. Je suis même pas sûr que ça s'écrit comme ça. Je suis vraiment pas très bon, les amis. Et ici, est-ce qu'il y a beaucoup de fautes sur la dictée de Naïla, alors? Ça va. Ça va. Il y a du rouge quand même, là. Oui. C'est drôle de faire la maîtresse un petit peu? Oui. Ouais. C'est mieux de faire la dictée ou c'est mieux de la corriger? C'est mieux de faire la dictée. Bon, super. Et toi, est-ce que tu vas y participer samedi? La grande dictée, est-ce que tu vas y aller alors? Oui. Oui, et tu penses que tu vas gagner? Oui. Bon, moi je mise tout sur Khadija, ça c'est mon cheval à moi. Les amis quand même, Sébastien, juste se dire, il y aura combien de personnes à la grande dictée de samedi? On espère le plus possible. On m'a dit autour de 250, 300 personnes. Ouais, à peu près ça, ouais. Donc un petit peu plus, ça serait encore mieux, mais... Ce serait encore mieux. On rappelle que c'est ouvert à toutes et à tous. Il faut habiter Cormeilles pour venir? Non, pas obligatoirement. Bon, Cormeilles, Argenteuil, les gens aux alentours, n'hésitez pas à passer. C'est un grand concours d'écriture. Une dictée, c'est surtout populaire. Vous allez voir, vraiment, on s'amuse beaucoup. Justement, Teddy Riner, qui sera là sûrement samedi, nous a laissé un petit message. Vous le découvrirez d'ici la fin de l'émission. Avec plaisir, merci beaucoup Raphaël. Ensemble, c'est mieux, la 3e partie, toujours en compagnie de Mathias Malzieu, chanteur, réalisateur et romancier, avec ce tout nouveau livre, Une sirène à Paris. Vous êtes aussi surprisier, vous, dans la vie, en réalité.
Alors, c'est les surprisiers, ça vient de la grand-mère du personnage principal, qui cachait des résistants dans la cale d'une péniche pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait eu l'idée de se dire que pour se remonter le moral, faire plaisir aux autres, ça pouvait remonter son propre moral. Alors évidemment, c'est lié à ce que je vous ai un peu raconté tout à l'heure sur mon moment de chambre stérile. C'est sur la question de l'enfermement, l'immobilité. Et j'y mets bien l'idée que des gens, en temps de guerre, aillent cacher des livres chez les gens, fassent des surprises, aillent émerveiller les gens au risque de leur vie. Donc j'aimais bien l'idée que, voilà, après le couvre-feu, les surprisiers fabriquent des jouets et aillent en distribuer partout dans la ville. Et le début de l'histoire de la sirène, c'est que le personnage que j'incarne un petit peu quelque part, en tout cas au moins en tant qu'auteur, soit un petit peu le dernier des surprisiers. C'est-à-dire que sa grand-mère vient de décéder, lui a laissé un livre qui s'appelle le livre des surprisiers, où il a un petit peu raconté toutes les histoires, toutes les opérations commando-poétiques qu'ils ont mis en place. Elle lui dit non seulement tu vas le lire, mais surtout tu vas écrire la suite. Alors, moi, je pense que vous êtes un surprisier. Hein. Il n'y a pas besoin de Gaspard et du livre pour le... Mais voilà, c'est ça. L'histoire du livre, on est en juin 2016. La scène est en creux. On déplore de nombreuses disparitions. Et puis un jour, au son d'un étrange chant, évidemment un chant de sirène, Gaspard Snow découvre le corps donc d'une sirène blessée, inanimée sous un pont de Paris. Elle ne peut vivre loin de son élément et en même temps, elle tue, au bout de 3 jours, ceux qui l'entendent. 3 jours maximum. 3 jours max, en plus. 3 jours, c'est les plus costauds. Et pourtant, Gaspard décide de la ramener chez lui pour la soigner et l'amour va évidemment arriver. Il est plongé dans une course-poursuite folle sur les quais à l'Aquarium de Paris aussi. C'est tout votre univers qui est à l'intérieur et c'est aussi une déclaration d'amour à l'amour et une déclaration d'amour à Paris. Oui, tout à fait. C'était les 2 éléments les plus importants que vous aviez envie de dire, évidemment avec un esprit poétique. C'est bien, vous avez fait tout le boulot, je vous en ai pendant un mois, on va faire toute la promo ensemble. Écoutez, très bien, on fait ça. Mais je vais faire des siestes, je vais écrire notre livre et puis je vais vous laisser bosser. Et pourtant, votre personnage n'est pas né à Paris. Non. Pourtant, il aime Paris plus qu'un Parisien, et surtout depuis les attentats de Charlie. Exactement, parce que c'est un moment terrible. Et c'est un moment de résilience aussi, où dans le terrible, c'est un petit peu comme ce que je vous racontais à l'échelle de mon attentat personnel sur ce qui m'est arrivé il y a 4 ans, où on est obligé de recréer de la joie et de refabriquer des choses. Et j'ai senti un Paris qui, même dans ces moments terribles, derrière, il y a une solidarité, il y avait des choses. Et ça m'a beaucoup touché. C'est aussi le souffle de ce livre-là, parce que le fait de faire les surprisiers, à un moment donné, il y a un personnage qui demande à un autre, mais nous, on n'est plus en guerre maintenant. Pourquoi les surprisiers, déjà, c'est important tout le temps, mais on est un petit peu en guerre de temps en temps. Il y a un risque. En tout cas, on est dans une période difficile, et dans les périodes difficiles, je pense que c'est là que le périmètre des rêves se rétrécit encore plus, et je pense que c'est là qu'il faut rebooster sa capacité d'émerveillement. Ça ne veut pas dire régresser et se comporter comme des enfants, c'est juste ne pas oublier. Souffler sur la braise. Voilà, un petit peu retourner du côté du bleu de la flamme, du côté où ça passionne et où ça pétille. Et à chaque fois, vos œuvres sont multi-supports. Hein. Une sirène à Paris, donc c'est un livre, ce sera bientôt un film. Un vampire d'Akata avec Clémence Poésie. Ouais. Un vampire en pyjama, déjà en 2016, c'était un livre et un album. Et alors la mécanique du cœur, c'était un livre, un film et un album. Pourquoi? Parce que quand vous créez, vous avez des sons, des mots, des images qui viennent et il faut être joué sur tous les tableaux. C'est de l'appétit, de la curiosité, et en fait, c'est un jeu. C'est un jeu de connexion. C'est-à-dire que moi, j'adore commencer à écrire une histoire et imaginer comment la sirène va chanter. Et donc, en même temps que vous écrivez la musique. Ouais. De là, l'album de Dionysos est prêt, par exemple. On sort la première chanson. Il y a une petite boulimie quand même. Alors, il y a une grosse boulimie. C'est peut-être lié à ce qui vous est arrivé, à votre maladie. J'étais déjà un peu comme ça. Hein. Mais là, mais ça vous a pas calmé, quoi. Ça a exacerbé, ouais. Du coup, maintenant, je suis hypochondriaque comme c'est pas permis. Et j'ai mes angoisses, mais en même temps, il y a une pulsion d'aventure qui sur le fer a augmenté. Et c'est vrai que c'est un peu le cœur du sujet de ce livre. Alors, vous étiez fait aussi une promesse dans votre chambre stérile, c'est d'aller voyager et notamment d'aller découvrir la Norvège, la quête du merveilleux, mais pas n'importe comment en skate, parce que vous êtes aussi passionné de skate. Le doc a été diffusé hier sur Arte, il est donc en replay. On va en voir un extrait, puis vous allez nous raconter à quel point peut-être ça vous a changé. Les livres ne piègent pas l'oralité. Ils sont des gares magiques où l'on peut partir dans les plus incroyables des trains, directement de chez soi.
Asbjørnsen et Moe sont les frères Grimm norvégiens. Pendant des mois, ils ont traqué les histoires comme des chasseurs de trésors. Ils les ont exhumées pour les piéger dans des livres, rendant ainsi l'incroyable richesse du folklore norvégien accessible à tous. Le fait que des émissaires poétiques comme Gunn travaillent à cette transmission, ça réconforte, ça réchauffe, ça ouvre le champ des possibles en faisant circuler les histoires. Les enfants de Firland ont encore devant eux de belles années à rêver. Norway, le chemin du Nord. Je venais de passer la ligne médiane de la Norvège quand j'ai vu apparaître une maison de sorcières. C'est ça, même quand vous voyagez, en fait, une maison devient une maison de sorcières. Bon, voilà, en tout cas, le doc est à voir sur Arte. Vous citez Jack Kerouac en exergue de votre livre. Ce skate trip, en fait, c'était aussi votre voyage initiatique, un road trip important. En fait, j'avais écrit une chanson à l'hôpital où je disais « Je vais traverser l'Islande en skateboard à moteur ». 1 an et demi après, je l'ai fait. J'en ai fait un petit texte qui s'appelle « Carnet de bord » qui se retrouve sur le poche de mon dernier livre, Journal d'un vampire en pyjama. Et là, il y a des gens fabuleusement bien intentionnés qui m'ont dit « Mais on va le faire pour de vrai, propose-nous un autre pays pour être dans la surprise à nouveau ». C'est quoi le prochain? Le Sahara en trottinette On a pensé, moi j'aimerais bien le Bayou en vélo californien. Ah ouais, marrant. Voilà. Marrant. Le Bayou en vélo Pas évident, mais marrant. J'aimerais bien. Mais il va falloir aussi que vous restiez un peu à Paris, parce que ça, c'est la nouvelle actualité du mois de février. Vous prenez la direction artistique des Trois Baudets. Alors, c'est une salle mythique de spectacle du boulevard de Clichy, par où sont passés Boris Vian, Brassens, Brel et Gainsbourg. Vous allez faire quoi là-bas? En fait, je propose des petites idées, déjà un petit peu de programmation. Là, on a fait la première soirée avant-hier, où il y avait Olivia Ruiz, Denise et Gisèle Pape. Donc c'était vraiment... Que des filles. Une marraine, que des filles. Très bien. Il y avait une marraine. C'était 3 bonnes fées. C'était pas les 3 baudets, c'était les 3 bonnes fées. Et puis on a fait faire par Margot Hivernel, une super artiste, on a fait faire une fresque qui reprend des illustres de l'époque, à savoir, donc, comme vous les citiez, Brel, Brassens, Ferré, Barbara, Gréco et consorts, mais aussi sur la fresque, il y a Arthur H, Angèle, Stromae. Oui, la nouvelle garde. En fait. L'idée, c'est de créer toujours ce même lien dont on parlait, de transmission et de créer son cercle vertueux. Quoi. Exactement, et d'être dans cet équilibre entre le passé mythique de la salle et le futur. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit partenariat aussi avec Harcourt. Et Harcourt nous a offert des photos en exposition. On a Gainsbourg et Vian. Et en même temps, on a Vincent Delerme, Gaëtan Roussel. Et on mélange un peu tout. Et on a même une petite cabine photomaton. On peut se prendre en photo en noir et blanc. Donc on appelle ça la machine à remonter le temps. Et c'est un photomaton Harcourt. Et tout ça est toujours lié finalement. À la même idée, voilà. La même idée. Est-ce que le Flower Burger, les surprisiers dans Une sirène à Paris, j'essaie les Trois Baudets, j'essaie d'en faire mon Flower Burger. On ira voir. Quand j'étais en Norvège, quand j'ai terminé le film de la Norvège, j'ai mis le mot fin à mon livre Une sirène à Paris. Donc toujours, en fait, les choses s'inspirent l'un l'autre par rapport à votre question de tout à l'heure. C'est pour ça que ça marche comme ça, en fait. C'est que je les ressens et je les décloisonne pas pour m'autoriser à la surprise. Alors justement, Nicolas, c'est l'homme sans cloison. Non, mais ça vous l'avez inspiré. De créer la non, mais ça me fait une bonne transition, puisque vous parliez de musique, on va aller vite. Vous êtes auteur et musicien, je vous donne des paroles de chansons, à vous de retrouver de quelle chanson il s'agit. Ouais, mais sans musique. Sans musique pour l'instant. Parler. Alors, parler. Rapport à l'argent. Oui, on n'a pas de sous ici. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une... J'ai trouvé. J'en sais rien. C'est vrai ? Non ? Les mots bleus. Ah oui, c'est les mots bleus. Bah ouais. Bah oui, bien joué. Mais sans chanter, c'est dur. Valérie a le droit de jouer aujourd'hui, spécialement parce que c'est jeudi. Allez, une petite autre. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était ouais. Exact. L'été indien.
Bien joué. Tu sais, je n'ai jamais été Ils ont parlé avec la réverb comme ça. Tu sais. Nous marchons Alors sur j'adore une le plage. dessin. Ouais, bien sûr. C'est ma préférée celle-là, mais il y en a des formidables. C'était l'automne. Allez, une petite. Un automne où il faisait beau. C'est bon? Ouais, on y va. Ouais, moi je suis prêt. Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je veux à l'intérieur des images, des couleurs. Tu l'as? Oui, je l'avais. Je veux vous parler de l'arme de demain. Téléphone, Elle est géniale. et donc Téléphone, c'est pas laquelle la La bombe. bombe humaine. La bombe. Ah, mais j'étais tout petit, hein, moi, ça. Ah bah ça va, nous sympa. aussi. Sympa, Nous Mathias. aussi, hein, mais on connaît. Non, mais Oh, la fausse note. je n'ai que 40-90, Oh, hein, la les amis. Maman, Moi, j'étais téléphone, pas née, j'avais- alors. On a le temps ou pas? Oui, encore. Allez, toute la journée au téléphone ou à taper à la machine, les yeux rivés sur ça. Quelle tonne? Vous l'avez ou pas? Joséphine attend que ça se termine. Elle se dit qu'avec son tour de poitrine. Alors. Allez, donne-le. Et moi, Thierry Hazard, le Thierry Hazard, Ouais. J'adorais quand j'étais gamin cette chanson. Ok, bon, les blagues sur les vieux, les jeunes. Non, mais On c'est moi arrête le là, vieux. Mathias. C'est moi le vieux. On repart à la dictée faire le point avec Raphaël Liem. Vous nous avez promis du Teddy Riner. Eh ben voilà. Ça y est les amis, c'est la fin de la dictée, la correction est passée, il est temps maintenant de désigner celle qui a fait le moins de fautes et qui c'est aujourd'hui mon cher Marco. C'est Khadija. Khadija, bravo. Vous pouvez l'applaudir Khadija quand même. À qui on offre un livre alors? Un livre, c'est Voltaire, l'affaire du chevalier de la barre. C'est un sacré bouquin. Hein. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur la lecture Khadija? Félicitations déjà. C'est grâce au livre que tu progresses. Oh là là, est-ce que c'est pas trop mignon? Effectivement, c'est grâce au livre qu'on progresse et aux dictées aussi, cette dictée pour tous qui est née en 2013. C'est déjà la 194e dictée, énorme dictée, aussi bien en Ile-de-France que dans toute la France et que aussi à l'international. Et ça se passera samedi à Cormeilles, en Parisis. Merci les enfants, merci tout le monde. Vous pouvez faire un grand coucou à Valérie et tous les copains. Merci beaucoup. Ils sont mignons. Et quand même, dis donc... On a un invité de marque, le parrain, Teddy Riner, qui sera là normalement samedi à Cormeilles en Parisis, qui nous a laissé un message. Vous le découvrez. Salut à tous, je vous donne rendez-vous le 9 février pour la journée Une dictée pour tous, organisée par le Rond-Point à Cormeilles en Parisis. Alors n'oubliez pas votre stylo et puis on se donne rendez-vous là-bas. Ciao. Bah oui, sympa, c'était Teddy Riner et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup pour cette belle découverte et n'hésitez pas à y aller ce samedi. Une sirène à Paris, c'est donc chez Albin Michel. Si vous avez envie de vous évader et d'entendre parler d'amour, c'est ça qu'il faut acheter et lire. Merci beaucoup Mathias, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Question rituelle, l'émission s'appelle Ensemble c'est mieux. Ensemble c'est mieux, pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure avec ce monsieur, avec le lien. Ensemble, voilà, on peut essayer de s'entraider, de se sauver, d'avoir des surprises, de vivre. Ah bah oui. C'est quand même bien. Même quand on est seul et qu'on écrit un livre, après, c'est pour le projeter, le partager. C'est toujours le moment où ça se fait compte que c'est marrant. Ah bah voilà, tout ça pour partager. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup à vous. Ensemble, c'est mieux. On se retrouve demain, bien sûr, Ouais. 10h50. Ce sera le best-of. Merci à tous les deux. Dans quelques Merci minutes, à vous. le JT. Mais de rien. Le JT sur France 3 Paris. À demain. Salut. Merci.